Il est 7 heures du matin à Luxor. Nous allons visiter la vallée des artisans sur la rive ouest du Nil. Pour faire cette vidéo, j'ai trouvé toute la documentation sur le site osirisnet.net. J'ai aussi utilisé quelques photos. Je remercie le webmestre qui m'en a donné l'autorisation. L'histoire de Der el-Médine commence il y a plus de 3500 ans. Les pharaons de la 18e dynastie décident de faire creuser leur tombeau au pied de la montagne thébaine, dans un oued désolé qui deviendra la vallée des rois. Et pour construire et décorer les sépultures et les temples, il faut évidemment des artisans qualifiés. Le deuxième roi de la 18e dynastie, Amenhotep Ier, crée une troupe spéciale d'ouvriers, les serviteurs dans la place de vérité. C'est la forme abrégée du titre complet, ceux qui entendent l'appel dans la place de vérité. Quelques briques estampillées provenant du mur d'enceinte laissent penser que le village aurait été fondé sous Thoutmôsis Ier. Mais le projet semble avoir été conçu un peu avant par Amenhotep Ier, pour qui les habitants avaient une grande dévotion. Le couple formé par le pharaon et sa mère, la reine Ahmes-Néfertari, associés ou séparément, a fait l'objet dans la région thébaine d'un culte à la fois officiel et populaire, extraordinairement actif. Il ne commence qu'un siècle après leur décès, à la 19e dynastie, et se poursuit pendant environ 4 siècles, avant de disparaître complètement. Le village est agrandi plusieurs fois. D'abord sous les règnes d'Hatchepsout et de Thoutmôsis III. Il connaît son plein développement sous les Ramessides. Le village, dénommé dans les textes Pademi, la ville, est entouré d'une enceinte qui atteint à son maximum une longueur de 132 mètres et une largeur de 50 mètres. On compte 68 maisons réparties de part et d'autre d'une voie principale. Elles mesuraient en moyenne 60 mètres carrés et étaient faites en pierre et en briques crues. Les sols étaient en terre battue et les toits formés de troncs et de branches de palmier liés entre elles par un mortier. Chaque maison avait une petite cave et sa terrasse. La troupe des ouvriers comptait habituellement entre 40 et 60 hommes. 2 équipes d'hommes de corvée, dont des porteurs d'eau, des cultivateurs, des pêcheurs, dirigés par les scribes de l'extérieur, étaient chargés d'approvisionner le village en eau et produits frais. Pain, légumes, fruits, poissons, bière, mais aussi en bois et en matériel divers. Des blanchisseurs s'occupaient de l'entretien des vêtements. Des forgerons fabriquaient et entretenaient les outils. Il y avait également des potiers, des cordonniers, des médecins et des gardiens, l'équivalent de nos policiers actuels. Et il y avait même un tribunal pour régler les conflits. L'occupation du site aura duré presque 500 ans. C'est son exploration systématique depuis près d'un siècle qui a permis d'accumuler autant d'informations sur la vie quotidienne de cette communauté d'artisans. L'égyptologue français Bernard Bruyère a consacré 30 ans de sa vie à l'étude minutieuse du site. Il publie chaque année le résultat de ses travaux. Il retrouve des croquis et des documents très détaillés, consignés sur des éclats de calcaire, mais aussi sur des papyrus et d'autres vestiges.
Ce papyrus relate le plus ancien conflit social connu de l'histoire. Il opposa des ouvriers de Der el-Médinée à des fonctionnaires royaux en l'an 29 du règne de Ramsès III. La plupart des objets ont été remontés d'un immense puits qu'on voit toujours sur le site. On sait qu'il y avait 3 sortes de spécialistes: les tailleurs de pierre, les sculpteurs, les dessinateurs ou peintres, et jusqu'au début du règne de Ramsès III, les plâtriers. Étonnamment, les jours d'absence et de congés sont très nombreux. Il arrive que près de la moitié des jours de l'année soient chômés. Les artisans ont ainsi beaucoup de temps libre pour s'occuper de commandes privées ou de leurs propres tombeaux. Ils les ont construits pour eux et leurs familles, à quelques mètres seulement de leur habitation. Mais seul un nombre très restreint d'artisans a pu s'édifier une chapelle funéraire ou un caveau décoré. Une cinquantaine à peine nous sont parvenus, sur des centaines d'enterrements recensés. Avoir sa tombe était vraiment un privilège dont le mode d'attribution n'est pas connu. Et il est rare qu'un artisan de Der el-Médinée, s'il possède un caveau et une chapelle, puisse faire décorer les deux. Souvent, il doit choisir. Et dans ce cas, l'étude archéologique montre qu'il choisit plutôt la chambre funéraire. C'est ainsi que Senedjem dispose du célèbre caveau polychrome TT1, alors que sa chapelle de surface n'est pas décorée. Si vous le voulez bien, je vous ferai visiter la tombe de Senedjem dans ma prochaine vidéo. À bientôt!